16 lignes, 220 km de voies, 302 stations, plus de 4 millions d'usagers quotidiens et 119 ans d'existence, le métro parisien a de quoi impressionner. Mais connaissez-vous réellement l'histoire d'un des métros les plus anciens du monde ? Des premières rames en bois au métro automatique, je vous propose de revenir sur plus d'un siècle d'histoire dans cette série de 5 vidéos, en commençant bien sûr par les origines, qui nous ramènent au milieu du 19e siècle. Si l'idée d'un métro à Paris naît à cette période, le métro parisien n'est pas le plus vieux du monde. La distinction entre métro et chemin de fer est un peu floue, mais il est admis que le premier vrai métro voit le jour en 1890 à Londres, soit plus de 10 ans avant le métro parisien, suivi par le métro de Budapest en 1896, puis Glasgow, Chicago et enfin Paris. Mais revenons aux années 1850. À l'époque, les transports de surface, omnibus et tramways, circulent comme ils peuvent dans les ruelles de la capitale, pas encore percées des larges avenues du projet Haussmann. Un réseau en site propre intégral et donc souterrain apparaît nécessaire. Une ligne de chemin de fer reliant les 7 grandes gares en cul-de-sac de la capitale, la fameuse Petite Ceinture, commençait d'ailleurs à s'ouvrir. Des projets divers voient alors le jour. En 1872, le Conseil général nomme une commission qui propose un chemin de fer souterrain à grand gabarit. Le projet recevra une concession mais n'ira pas plus loin, faute d'investisseurs. Un autre projet voyait un métro entièrement aérien et à vapeur, un autre proposait la traction électrique mais aucun ne voit le jour. La perspective de l'exposition universelle de 1889 met en lumière le retard de Paris en matière de transport public par rapport aux autres capitales européennes qui commençaient alors à s'équiper d'un métro. Mais dès lors, deux visions pour ce futur réseau s'opposent. Premièrement, celle d'un réseau à intérêt local, défendu par le conseil municipal. Il consisterait en un réseau de rames à gabarit réduit circulant indépendamment du réseau ferré existant, s'étendant donc uniquement sous la capitale. A l'inverse, la vision défendue par le Conseil d'État et les grandes compagnies ferroviaires de l'époque est celle d'un métro à intérêt global, assurant une jonction entre les grandes lignes dans Paris, et non un réseau urbain. On pourrait comparer ce projet au RER actuel. De 1855 à 1895, une douzaine de projets se succèdent, alternant entre intérêt local et national, souterrain et aérien. Ce sera finalement le projet de Fulgence Bienvenue, d'un métro souterrain à dimension parisienne et à traction électrique qui sera accepté par le conseil municipal en 1897. Après avoir raté l'exposition universelle de 1889, il s'agit pour Paris de ne pas rater le coche et de se montrer aussi moderne que ses voisines. Le métro doit être prêt pour l'exposition de 1900. L'exploitant est choisi par la ville et ce sera la CMP, la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris. Le creusement des tunnels sera à la charge de la ville de Paris, l'aménagement des stations et l'exploitation du réseau reviendra à la CMP. Celle-ci devra alors payer une redevance à la ville de Paris sur chaque ticket pour l'utilisation des tunnels. Fulgence Bienvenue, ingénieur des écoles polytechniques et des ponts, est nommé chef du service technique du métropolitain. C'est lui qui dirigera les chantiers et décidera du tracé du futur réseau. La loi définit le projet en 6 lignes, plus 3 complémentaires. Ces 6 premiers tracés seront par la suite modifiés pour donner les 6 premières lignes du métro. En particulier, Bienvenue supprimera les tronçons communs à plusieurs lignes et décidera que les trajets soient omnibus. Cela contribuera à la simplicité du métro que nous connaissons, en comparaison aux métros d'autres grandes villes qui ont souvent des quais communs à plusieurs lignes et des trains express. Le gabarit du métro est également défini. On conserve l'écartement normal pour les rails, mais les dimensions des rames seront plus petites que celles des lignes de chemin de fer existantes. Cette décision empêche ainsi tout raccordement du réseau métropolitain avec le réseau ferré national, comme le souhaitaient les grandes compagnies de l'époque. Bienvenue veut également un métro suffisamment dense et interconnecté pour qu'aucun point de Paris ne soit à plus de 400 mètres d'une station de métropolitain, et qu'aucun trajet ne nécessite plus de 2 changements. Volonté aujourd'hui quasiment respectée et qui fait du métro parisien le réseau urbain le plus dense du monde. Les travaux commencent en novembre 1898 par l'actuelle ligne 1. Pour être prête à temps, la ligne est construite en 11 tronçons simultanément. Les techniques de creusement imposaient de suivre le tracé des rues, impossible à l'époque de creuser sous des immeubles ou même d'envisager une traversée sous la Seine. Le creusement des tunnels devait à l'origine s'effectuer par la méthode du bouclier, similaire à un tunnelier actuel. Mais le sous-sol de Paris étant inconsistant et hétérogène, les boucliers avançaient difficilement. Après quelques essais, on revient alors à la technique de la galerie boisée, qui consiste à creuser une première galerie étroite puis à l'élargir pour former le tunnel voûté. À quelques exceptions près, ce sera la technique de creusement utilisée pour tout le réseau avant l'emploi des tunneliers modernes. Du fait de leur profondeur trop faible, certaines stations sont construites à ciel ouvert puis recouvertes, et sont reconnaissables aujourd'hui par leur charpente métallique. La ligne reliant les portes de Vincennes et Maillot ouvre au public le 19 juillet 1900 pour les Jeux Olympiques au bois de Vincennes, mais avec 3 mois de retard pour l'exposition universelle. C'est un succès immédiat, 4 millions de voyageurs sur 5 mois d'exploitation. Les lignes 2 Nord et 2 Sud, qui deviendront 2 et 6, sont mises en chantier rapidement après la ligne 1.
Elles ouvrent progressivement à partir de fin 1900. Il s'agit de la ligne destinée à former une boucle passant par les anciens boulevards extérieurs de la capitale, à l'instar de la Circle Line de Londres. Elles sont finalement dédoublées en 2 lignes pour en faciliter l'exploitation, et le tronçon étoile Porte Dauphine prévu pour la ligne A est finalement rattaché à la circulaire nord. Cette ligne 2 nord sera achevée en 1903, tandis que la partie sud de la boucle comportera seulement 5 stations à la fin de la même année. En effet, le franchissement de la Seine nécessite la construction d'un nouveau pont qui puisse supporter le passage du métro. Une fois ce pont construit, la ligne est prolongée et ouvre jusqu'à Place d'Italie en 1906. Les lignes circulaires nord et sud ont une particularité commune. Elles sont en partie aériennes, contrairement à la ligne 1, presque entièrement souterraine. En fait, les lignes étaient creusées à l'époque à très faible profondeur pour des raisons pratiques et économiques. Mais quand la circulaire nord doit franchir les voies de chemin de fer en tranchée et le canal Saint-Martin, au lieu de creuser plus profondément, les concepteurs ont préféré construire le tronçon en viaduc, donc aérien. Pour la circulaire sud, c'est le relief du sud de Paris qui a motivé la construction en viaduc. À cause des dénivelés, il aurait fallu soit creuser à grande profondeur, soit suivre le dénivelé au prix de montées impossibles à emprunter pour les rames de l'époque. Il a donc été préférable de construire à l'air libre. En plus, dans leur tronçon aérien, ces 2 lignes offrent de belles vues de la capitale et de ses monuments. Mais cette technique de construction s'avère plus coûteuse et surtout plus longue que la construction en tunnel. L'avancée des techniques de construction permettra de construire les lignes suivantes plus profondément et donc d'éviter ces passages aériens. Entre-temps, une nouvelle ligne voyait le jour. À l'origine désignée ligne C, elle devait relier Porte-Maillot à Ménilmontant en empruntant les voies de la circulaire nord entre l'Étoile et les Batignolles. Mais Bienvenue ayant refusé l'idée de tronçon commun et transféré le tronçon Porte-Maillot-Étoile à la ligne A, la ligne C est finalement construite entre Villiers et Gambetta. Sa réalisation se heurte à plusieurs difficultés, en particulier à la hauteur du canal Saint-Martin et de l'Opéra. Un puits est d'ailleurs creusé sur la place de l'Opéra afin de prévoir le croisement des lignes 3, 7 et 8, alors que les 2 dernières n'étaient encore qu'au stade de projet. Cette décision évitera des travaux complexes lors du creusement des 2 autres lignes. La ligne encore inachevée ouvre en octobre 1904 entre Villiers et Père-Lachaise, décision motivée par la demande importante sur cette liaison. Elle ouvre jusqu'à Gambetta au début de l'année suivante. Après l'ouverture des 3 premières lignes définissant une boucle et 2 axes est-ouest, le schéma directeur de 1898 définit 2 axes nord-sud nommés lignes D et E. C'est la E, baptisée ligne 5, qui sera ouverte en premier, à peine 1 mois après le dernier prolongement de la circulaire sud. La ligne relie alors Place d'Italie à la gare d'Orléans, puis est prolongée quelques mois plus tard à la gare de Lyon. Cependant, à cause de la disposition des lieux, il était impossible de rejoindre directement la gare. Les rames de la ligne 5 s'arrêtent donc à Mazas pour rebrousser jusqu'à la gare de Lyon, sur une voie réservée à la station de la ligne 1. Le tracé de la ligne est néanmoins remarquable dans ce secteur. Pour franchir la Seine, les rames traversent la verrière de la gare d'Orléans, puis empruntent le viaduc d'Austerlitz à travée unique au-dessus de la Seine, et enfin le viaduc hélicoïdal du quai de la Râpée. À cause du rebroussement, la desserte de la gare de Lyon est abandonnée seulement 6 mois après son ouverture, en même temps que le prolongement de la ligne jusqu'à l'Ancry. Cependant, des problèmes apparaissent lors de l'exploitation de la ligne. Les lignes 5 et 2 sud ayant le même terminus et Place d'Italie ne comprenant alors qu'une seule station, celle-ci devient rapidement saturée. La ligne 2 sud voit alors son terminus déplacé dans une nouvelle station, construite pour la future ligne F, cours de Vincennes, Place d'Italie, devant terminer la boucle. Malgré cette nouvelle station, le double terminus à Place d'Italie est jugé trop problématique. Les lignes 2 sud et 5 sont alors fusionnées sous le nom de ligne 5, prolongée dans le même temps jusqu'à la gare du Nord. Deuxième axe nord-sud prévu par la loi de 1898, la ligne Porte de Clignancourt-Porte d'Orléans ou ligne 4 est mise en service en 3 temps. La partie nord de la ligne est ouverte en avril 1908, puis sa partie sud 1 an plus tard. Il faudra attendre 6 mois supplémentaires pour que le tronçon central complète la ligne. Cette mise en service par étapes est liée aux travaux de la ligne, un chantier titanesque et spectaculaire à cause de la traversée de la Seine. Là où les lignes précédentes franchissaient le fleuve en aérien, il semblait improbable de voir passer le métro devant la cathédrale Notre-Dame. De plus, le sol était trop instable pour construire un viaduc. La Seine a donc pour la première fois dû être franchie en souterrain, et à 2 reprises. Pour ce faire, 5 caissons métalliques étanches sont construits sur les berges, puis foncés dans la Seine. Les ouvriers devaient creuser le lit du fleuve dans des chambres étanches sous pression en dessous des caissons, afin de les enfoncer à leur position définitive. Les stations Saint-Michel et Cité, situées à proximité de la Seine, devaient elles aussi être étanches. Elles ont donc été construites au sol sous forme d'un caisson et de 2 puits métalliques aux extrémités. Ces éléments ont ensuite été foncés dans le sol. La hauteur inhabituelle de ces 2 stations est liée à cette méthode de construction inédite sur le réseau. Le terrain instable entre la Seine et la station Saint-Michel a également posé problème. À cause de voies de chemin de fer, il était impossible d'utiliser la méthode des caissons. Le sol a donc été congelé pour éviter les infiltrations d'eau durant le chantier de creusement, utilisant du coup des techniques classiques. Et pour ne rien arranger,
La crue centenale a fait fermer temporairement la partie centrale de la ligne quelques jours après son inauguration. La ligne 4 est rouverte le 6 avril 1910 et ne connaîtra pas de modification de son tracé pendant plus d'un siècle. Durant la même période est ouverte la dernière ligne de la concession de la CMP entre la place Italie et Nation, ce qui complète la boucle formée par les lignes 2 et 5. La CMP tardait à aménager cette ligne située dans un quartier peu peuplé de Paris, et donc peu rentable. Mais la loi de 1898 l'obligeait à aménager ce tronçon, qui clôt donc le projet initial des 6 lignes concédées à la CMP. A noter également en 1910 un prolongement de la ligne 3 à l'ouest qui déplace le terminus de la ligne jusqu'à Pereire. Ce sera tout pour cette première vidéo, rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour la deuxième partie où on parlera de la première extension du réseau et de la compagnie Nord-Sud qui concurrencera la CMP pendant 20 ans. A bientôt.